si tout le monde est au courant d'où vient notre nourriture, comment elle est produite, par qui elle est produite, qu'est-ce que ça provoque comme effet derrière, je pense que tout le monde a un cœur, tout le monde a un cerveau, tout le monde est capable de dire il y a un truc qui cloche. Bienvenue à Organic Farm, Zweiczek, Cambodge. On fait le tour? La permaculture. On se base beaucoup sur la permaculture, mais pas uniquement. Tu fais aussi tu fais du bio. Je fais un petit peu de bio traditionnel, un petit peu plus intensif, pour essayer de montrer un peu aux locaux ce qui se fait, différentes manières de produire la nourriture, toujours de manière respectueuse de l'environnement. Et pourquoi toi t'es venu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le Cambodge, c'était une histoire d'amour comme les autres, je dirais. J'ai rencontré ma femme, j'ai découvert un peuple incroyable qui sort de 30 ans de guerre civile et qui se relève. Qui ont le sourire. Qui se relève avec le sourire, qui essaye. Donc ça, je trouvais ça assez majestueux par rapport à nous, enfants gâtés, qui nous plaignons tout le temps. Donc ça m'a beaucoup attiré, je pense, dès le début. Et puis j'ai continué à travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration. Donc t'es un ancien de la restauration et de l'hôtellerie. Complètement. J'ai bossé en France, en Angleterre. T'es cuisinier ou barman. Barman. À Cannes, sur la Croisette. Oh. En fait, t'es passé du coq à l'âne. Je suis passé du coq à l'âne. Ouais. Bah, marre du superficiel, marre de tous ces métiers qui servent pas à grand chose si ce n'est à rendre, qui servent pas à rendre l'être humain plus meilleur, plus gentil, plus sympa, plus social, plus conscient des enjeux de demain. Il y a une grosse utilisation de pesticides au Cambodge? De plus en plus. Il y a une prise de conscience sur le fait que les deux grands voisins, Vietnam et Thaïlande, en utilisent énormément. Et donc il y a une vraie prise de conscience, ils veulent manger plus propre, moins compter sur les importations. Comment t'estimes que paradoxalement il y a une prise de conscience mais en même temps que ça augmente? Enfin au niveau de l'utilisation de pesticides notamment. J'imagine la prise de conscience, ça mène pas forcément à une réaction immédiate. On voit ça souvent sur la planète à différentes échelles. On prend conscience, mais on n'arrive pas encore à changer nos modes de consommation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il faut que les gens viennent ici, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils regardent pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pousser les choses comme ça. Il faut qu'il y ait un rapprochement, très probablement un rapprochement entre les consommateurs et les producteurs. Donc c'est pas forcément en enlevant tous les maillons entre, mais il faut qu'il y ait un contact réel entre ces deux acteurs. Voilà, donc un peu forêt nourricière dans ce coin-là, et puis ça va s'étendre après dans le champ qui est derrière nous. T'as combien là? J'ai 1 hectare. On a commencé à travailler grosso modo sur la moitié du terrain. Il n'y avait rien, ici c'était un champ de manioc. Et puis à partir de là, c'était toute la rizière, avec 3 arbres dessus, et pas une seule plante qui poussait. Bon, on n'est pas encore en production, ici on produit des graines. On n'a pas encore produit beaucoup de légumes. On s'applique à essayer d'améliorer notre terre. On a essayé sans doute une centaine de variétés de plantes et de légumes depuis qu'on est là, voire plus. Et puis on garde ce qui marche bien, on en essaie d'autres. C'est un nouveau haricot qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps. Et on conserve les graines avec l'espoir l'année prochaine de réellement rentrer en production. Et de vendre au sein du Cambodge? Alors pour l'instant la vente m'intéresse pas trop, surtout tout ce qui est maraîchage. On va rentrer en production pour essayer d'être un petit peu plus autonome, pour se nourrir nous-mêmes, chose qu'on fait pas du tout pour l'instant, vu qu'on a produit essentiellement des graines. Et puis l'idée, ça va être de redonner confiance après aux Cambodgiens qui, dans cette région ici, abandonnent leurs terres pour aller travailler dans les plantations en Thaïlande ou dans la construction. Et moi, je vais leur redonner confiance, je vais leur redonner des outils agricoles pour qu'ils puissent à la fois se nourrir et puis aussi produire des surplus. Une production intéressante qui a une plus-value intéressante. Si c'est des surplus de riz, ils font tous du riz par hectare, à coup de dizaines d'hectares quelquefois.
c'est pas du surplus de polyculture, là c'est du surplus de monoculture et les revenus sont ridicules par rapport à la taille des terres qui sont exploitées, par rapport à l'impact sur l'environnement, par rapport au travail qui est demandé à l'agriculteur. On a vu nos agriculteurs en France aussi un peu dans le même état psychologique quand même aussi, où il y a eu pas mal de vagues de suicides. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait à nos agriculteurs français pour repartir du bon pied en quelque sorte? C'est un peu pareil, je parlais de redonner confiance aux agriculteurs cambodgiens. Je pense que la situation n'est pas si différente effectivement. Les agriculteurs en France, on le voit quand on parle à ceux qui sont suffisamment honnêtes pour dénoncer le système dans lequel ils ont été embrigadés. Je leur jette pas du tout la pierre, il y en a qui leur jettent la pierre en disant c'est eux qui ont tout pourri, etc. Non, il y a eu la mainmise sur l'agriculture en France, ils n'ont pas eu le choix, on leur a demandé de rentrer dans un système unique et qui aujourd'hui se retrouve dans une impasse parce que leurs terres sont abîmées et parce qu'ils sont pris à la gorge après par les centrales d'achat, par tout un système de consommation qui leur demande de produire toujours plus. On ne pense jamais à la qualité, on ne pense jamais à l'environnement, on ne pense jamais à l'homme. Donc on arrive vraiment au bout de ce système. On le voit avec des maladies qui apparaissent, on le voit avec nos enfants qui sont empoisonnés quand ils vont à l'école et qui se prennent des vagues de pesticides dans la figure parce qu'il y a un vignoble à côté. C'est drôle parce que tu es au Cambodge, mais tu es quand même très ancré dans la réalité française. Il le faut. Je me suis allé loin pour m'aider à grandir, pour me permettre. J'ai trouvé un endroit qui me donne autant de liberté dont j'ai besoin. Ça a été au début la liberté de penser, tout simplement, de réfléchir à tout plein de choses. J'avais une guest house pendant 5-6 ans à Sihanoukville. J'ai rencontré des centaines, voire des milliers de jeunes. Et les problématiques à travers le monde entier sont les mêmes. C'est ce qui m'a poussé à moi devenir agriculteur. Ces années de discussion avec tous ces jeunes, on se pose tous les mêmes questions, on a tous les mêmes problèmes. Est-ce que pour toi, il faut, pour résoudre en partie le problème de sécurité alimentaire ou de souveraineté alimentaire, comme on dit, il faut dire juste non en fait? Est-ce que la réponse elle est là? Est-ce qu'il faut juste dire non? Si on se rend compte des enjeux derrière, oui, à ce moment-là, l'idée c'est de juste dire non. Je pense que les enjeux sont cachés pour la plupart de la population, de la masse. J'en discutais encore ce matin. Si tout le monde est au courant d'où vient notre nourriture, comment elle est produite, par qui elle est produite, qu'est-ce que ça provoque comme effet derrière, je pense que tout le monde a un cœur, tout le monde a un cerveau, tout le monde est capable de dire il y a un truc qui cloche. Mais on se fait bouffer le cerveau à coups de télé, à coups de je ne sais quoi. La société de consommation est à les bases bien fermes, à les pieds bien ancrés dans le sol. Et tout le monde s'est fait avoir. Donc ouais, la réponse, ça serait juste de dire non, mais pour en arriver à ce point-là, je ne sais pas par où il faut passer. On essaye encore, on tergiverse encore. Comment... On est pressé quand même un peu. On est pressé. C'est ce qui doit donner mon air soucieux en ce moment. On est pressé, ça c'est ce qui me soucie beaucoup. Mais je le fais à mon échelle. Je le fais pour moi, pour mes enfants, pour être sûr qu'eux ils comprennent. Et puis on va s'étendre un petit peu, on va essayer de le faire comprendre à mes voisins. On va à Siem Reap vendre nos produits, donc j'en parle encore. Mais je crois on en est encore à l'éveil des consciences, tout juste. Ici, j'ai reçu au moins 300 volontaires depuis le début. Tous sont conscients des enjeux. C'est pour ça qu'ils viennent ici, ils viennent réfléchir, ils viennent apprendre, ils viennent regarder, ils viennent rêver. Eux, ils ne sont pas à convaincre, mais c'est tout le reste. C'est tout le reste, que ce soit consommateur ou producteur. Tes volailles, c'est pour entretenir ton sol? C'est pour... Alors, les volailles, non, c'est toujours aussi dans un but d'autonomie alimentaire, de sécurité alimentaire. Vous les mangez? On en mange. On mange les mâles encore. On essaye de grossir un petit peu le cheptel pour se nourrir principalement de leurs œufs. Donc on a des poules et des canards.
À ce moment-là, c'est possible aussi qu'on arrête de manger de la viande. C'est pas le but premier. Et pour ça, il faudrait encore qu'on sache exactement le, le- le rapport, les ratios de transformation entre guillemets entre les aliments qu'on leur donne et la nourriture qu'on peut en retirer. Hmm. Les exemples qui sont pris en général, que ce soit par de tous bords, je pensais aux végétariens ou aux vegans, on ne peut pas comparer la production d'un kilo de protéines végétales en faisant le mieux possible avec ce qui se fait de pire, par exemple la production de bœuf, qui elle va Généralement, demander c'est par 10. C'est une complètement protéine végétale pour euh, 10 protéines 10 protéines végétales végétales pour une animale. Voilà, mais là je suis en train d'essayer de faire en sorte à ce qu'on arrive à une protéine végétale pour une protéine animale. Comment tu pourrais y arriver? En produisant la nourriture, en produisant leur nourriture avec nos surplus à nous. Par exemple, eux ont besoin de protéines. Les protéines, je leur donne pas avec des protéines végétales, je leur donne avec des protéines animales qui viennent gratuitement, qui sont dans mon compost, avec des larves de Black Soldier Fly. Il y a des populations locales, les mouches viennent pondre dans Dans le mon puant. compost de nourriture et elles s'auto-récoltent. La mouche du soldat noir, la voici l'horreur. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ça, c'est ce que tu donnes à tes canards. Ça, c'est ce que je donne à mes canards. Quand ils sont noirs comme ça, c'est qu'ils sont arrivés à maturité. Ils ont emprunté les petites rampes qui sont là. On les voit là en train de Ah remonter. ouais. Ils essaient de sortir ils trouvent une sortie pour se transformer en mouche et ils tombent dans ma bouteille. La bouteille qui est là. La bouteille qui est derrière. Et pareil pour tout ce qui est production végétale, ils ont besoin aussi de verdure, etc. Donc je vais couper ce qu'il y a dans mon jardin, que ce soit de l'herbe, des mauvaises herbes, voire de la super nourriture. Ils ont aussi droit à du moringa, ils ont aussi droit à ce genre de choses. Le moringa, c'est un. Je connais même pas. Qu'est-ce En que anglais, c'est? on dit superfood. Ah, type kale, par exemple. Voilà, un peu comme le kale, il y a eu la spiruline qui était très connue il y a quelques années. Et le moringa est un peu dans le même style, c'est plus de calcium que dans le lait, c'est plus de fer que dans l'épinard, plus de vitamine C que l'orange, plus de vitamine A que la carotte, enfin D'accord. voilà, c'est une nourriture exceptionnelle. Ça. Comment tu t'es formé à ça? Comment. Je vais dire pour l'essentiel tout seul, sur internet, des bouquins, etc. Donc c'est possible, il n'y a pas besoin d'une formation en soi, c'est juste une question de motivation. Ouais, principalement. Le déclic a quand même été quand on est allé à Pon Pon, tu peux faire un gros plan là? Pon Pon Thaïlande, tu vois? Mhm. Ça c'est les maîtres. D'accord. C'est les maîtres. On essaye de faire un Pon Pon bis ici. On a été se former, il y a une ferme de permaculture, un centre de permaculture juste à côté de Pon Pon qui s'appelle Panya Project, au nord de Chiang Mai en Thaïlande. Et donc on s'est inscrit pour ces 2 semaines de permaculture. Et juste à côté, Pon Pon est un centre d'apprentissage de mode de vie durable et de sauvegarde des graines. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels et leur bonheur débordait tellement dans tous les sens qu'on a eu plus qu'une seule idée, c'est de faire la même chose que toutes les idées qu'on avait, se rassembler dans ce centre, dans cet endroit. Les gens étaient magnifiques, les idées sont fabuleuses et ils le vivent, ils le font tous les jours en toute simplicité. Je le conseillerais quand même à beaucoup parce que ça permet de se former au niveau théorique avec des professionnels. Et quand on est uniquement sur internet ou dans des bouquins, on peut peut-être un petit peu choisir, on choisit un petit peu plus les sujets qu'on veut, sur lesquels on va se former. Tandis que là, c'est assez global, on apprend tout sur tout, et puis on apprend à faire sur place. Donc on voit des systèmes comme cela, on voit des systèmes de production, on voit comment ils conservent leurs graines, etc., etc. Et puis on voit qu'ils sont heureux de faire tout ça. Et ça donne extrêmement envie. Quand on a vu comment ça fonctionnait à Pon Pon, on savait qu'on était prêt. Comme Dania. Qu'est-ce que vous allez proposer en fait? Ici, on va essayer de proposer des petits packages d'immersion dans la campagne cambodgienne, au sein de notre ferme.
avec des constructions naturelles. Las Bangalolas, c'est tout en paille, en briques de terre qu'on fait nous-mêmes. Le bois, pour 95% du bois qu'on utilise, c'est du bois qui est, comment on dit, qui est fait pousser, c'est pas du bois qui provient de forêt. Donc ça fait un petit peu du bien d'acheter ce genre de matériaux. Puis c'est aussi pour montrer qu'on peut devenir indépendant aussi financièrement, qu'on peut trouver des sources de rentrée d'argent qui ne sont pas obligées d'être néfastes à qui que ce soit, ni à l'environnement, ni aux populations locales. On va faire du tourisme responsable, faire attention à ce que les touristes viennent y faire ici à la campagne, leur montrer le meilleur, enfin leur montrer ce qu'est le Cambodge pour nous aussi, sans avoir aucun impact environnemental ou sur la culture, la société cambodgienne, etc. En leur ramenant des revenus supplémentaires. Donc on va accueillir des touristes pendant 4-5 jours, leur faire visiter un petit peu le village, leur montrer tout ce que les locaux produisent eux-mêmes sous leur maison ou à côté de leur maison. Beaucoup de produits artisanaux qui sont encore faits. C'est des métiers qui sont amenés à disparaître, qui disparaissent assez rapidement. Donc essayer de trouver des moyens pour leur donner des rentrées d'argent supplémentaires, tenter la nouvelle génération de reprendre le métier de leurs parents. C'est vraiment créer un cercle vertueux. C'est exactement ça, dans tous les sens du terme. Sur la nourriture qu'on va leur proposer, ça va être des produits bio. Sur l'impact que vont avoir leurs dépenses d'argent ici, ça va être justement sur des produits artisanaux qui sont fabriqués par les populations locales. Et puis eux-mêmes, en voyageant, avoir un impact environnemental très proche de zéro. Prise de conscience. Je pense qu'il va falloir effectivement qu'il y ait passer la prise de conscience quand les consommateurs vont réellement passer à l'action, les industriels suivront. Ça viendra pas de nos politiques, ça viendra pas des industriels, ça viendra de la population locale, de la population qui, elle, voudra manger mieux et consommer plus intelligemment, je pense. Mot de la fin, est-ce que tu es optimiste? Oui, oui, je suis optimiste. Ouais, on est à la place, comme on disait tout à l'heure, il y a urgence pour notre environnement, il y a urgence pour la planète, mais on ne peut pas deviner ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. On a des peurs, on a des doutes. L'idée, c'est de rentrer en transition maintenant pour, si possible, éviter de se prendre toutes les crises écologiques qui sont amenées à arriver très vite sur notre gueule si on ne change rien. Donc ouais, faut rester optimiste, faut partager tout ce bonheur de vivre, de produire, de vivre ensemble.